Audio Jungle. Matin Bonheur, saison 2, semaine 2, épisode 2. Nous sommes deux, belle équipe, réalisatrice tonitruante, une équipe choc avec chacun qui est concerné. C'est ça l'esprit matinal de la radiodiffusion de télévision ivoirienne. Nous émettons d'Abidjan en direct et en exclusivité. C'est une émission inédite. Merci de nous retrouver en ce mardi. C'est mardi, hein, Fatim? Mardi combien? 14 novembre 2017. 14 novembre 2017. Que ça passe vite, hein. Déjà la fin de l'année. Tout à fait, bientôt. Et mon anniversaire, je tiens à le préciser, le 19 décembre. Merci pour cette information très très utile qui va vraiment avoir une forte influence sur l'émission d'aujourd'hui. Au sommaire, mesdames et messieurs, nous allons parler de choses et d'autres tout au long de ces 95 minutes qui nous lient, vous le savez, chaque matin du lundi au vendredi, avec bien sûr en ligne de mire la thématique qui va parler aujourd'hui de l'inspection générale des affaires judiciaires et pénitentiaires. Nous allons discuter avec un magistrat hors hiérarchie qui va nous parler un peu de comment veiller à ce que le justiciable soit à l'aise et bénéficie d'équité. Mais avant ça, on aura beaucoup d'autres choses qui vont rythmer ce deuxième rendez-vous de la semaine. Fatim, elle, c'est la dame titrologie. On y va avec vous. C'est parti. Bonjour à tous, et oui, comme on l'a dit à l'instant, nous sommes le mardi 14 novembre 2017 et voici les titres du jour. Le journal gouvernemental Fraternité Matin nous apprend que dans le cadre de la lutte contre le diabète, l'insuline est désormais gratuite pour les enfants malades de 0 à 18 ans. Et on retrouve Marc Wilmots, le peut-être futur ex-sélectionneur qui nous dit à propos de sa démission que la FIFA aura le dernier mot. Ce matin, la Gazette revient sur les préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne et on apprend aussi que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly annonce la mise en place d'une cour arbitrale pour les PME. L'intelligent d'Abidjan titre « La guerre des chiffres autour du sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne à Abidjan ». J'en parlerai lors de la revue de presse. Tout autre sujet, des élèves et étudiantes témoignent comment et pourquoi nous sommes devenus prostituées. À la une de Soir Info, des documents explosifs annoncés sur un présumé complot contre Gbagbo à la CPI. Le quotidien s'intéresse aussi à un scandale sexuel. Il filme ses ébats avec la camarade de sa petite amie et balance tout sur le net. C'est très sympathique. Le journal de l'opposition, Notre Voix, évoque le procès à la cour pénale de l'ex-chef de l'État ivoirien et de son ex-ministre de la Jeunesse, dont il est question. On voulait tuer Blé Goudé, nous dit la couverture. Et au sujet de la succession du président Alassane Ouattara en 2020, derrière l'accalmie, la guerre entre les pro-Gon et les pro-Soro se prépare. Et on finit avec la une de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Le portrait du président tunisien se trouve donc à la une du journal avec ce titre « L'héritier ». 30 ans après la destitution de Bourguiba, Béji Saïd Esbessi exerce ce pouvoir de plus en plus comme son mentor. Alors rendez-vous à 6h45 pour les détails des articles que j'ai sélectionnés et tout de suite la gym. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco. Je suis très heureux d'être en votre compagnie pour cette séance de gym aujourd'hui qui est consacrée au haut du corps. Donc nous allons faire des mouvements qui vont nous permettre de travailler le haut du corps. Pour ce faire aujourd'hui, je suis accompagné de Rosemary à ma gauche et de Samira à ma droite. Donc chez vous, vous avez juste besoin de faire un peu d'espace. Et puis top, on part directement pour les échauffements. Allez, on tend les bras là, rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là. 1, 2, de petits battements. On monte, on descend légèrement. 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on part en mouvement. On croise les bras là. On serre les omoplates dans le dos. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Allez, serrez bien les omoplates dans le dos. Courage. Encore un peu. Allez, dernier 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On frappe. 1, là. 2, super. 3, 4. La jambe qui reste derrière. On monte sur la pointe des pieds. OK. On part là. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on continue. Toujours. 1, 2, 3, 4. Lorsqu'on fait ce mouvement, serrez bien la sangle abdominale pour travailler en même temps vos abdominaux. OK. Allez, 5, 6, 7 et 8. On revient là. Sur place. On reste sur place. Les mains aux hanches. Allez, on reste là. On met les mains au niveau du visage. On va faire un peu de boxe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, plus vite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Serrez bien vos abdominaux lorsque vous frappez. OK. Là. Cette petite rotation, là, on doit la voir. Allez. 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4. Super. 5. OK. Là, Samira, tu changes de position, tu frappes là, tout droit, avec la rotation. Rosemary, on continue derrière. OK, super. Allons-y, on continue. 1, 2, 3, 4, encore. 1, 2, super. 3, 4, encore. 1, c'est bien. 2, 3, 4, encore. 1, 2, 3, 4, dernier. 1, 2, 3 et 4, plus haut. 1, 2, 3, 4. Après, si vous devez sentir les bras, les épaules qui chauffent vraiment, OK, continuez à faire ces mouvements-là. Ça nous permet de travailler les bras. Pour vous, mesdames, qui voulez perdre au niveau du triceps, c'est un très bon mouvement. Allez, encore une, toujours. 1, 2, 3, 4 derniers. 1, 2, 3 et 4. À gauche, à droite. 1, super. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les abdos sont toujours bien serrés, OK, à chaque fois, pour pouvoir mettre aussi un impact au niveau de la sangle abdominale lorsqu'on travaille. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derniers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK, super. Allez, on revient là, tout doucement. OK. Allez, on tire. On remonte bien. On tire, on tire, on tire. OK. Allez, on descend les bras dans le dos. On étire un peu le triceps. Super. Allez. L'autre bras. On fait pareil. Allez. Étirez. Comme ça. Voilà. Allez, on finit avec des rotations au niveau des épaules. 1, 2, 3, 4 dans l'autre sens. 1, 2, 3 et 4. Bravo à vous, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre session de gym. D'ici là, gardez la pêche. Ne vous inquiétez pas, hein, coach, on va garder la pêche et faire un gros bisou à Eva Amani, notre complice. Ce matin, je n'ai pas ma dose d'Evamine, mais rassurez-vous, elle est en reportage pour RTI 1. On aura de très bonnes choses. Ça, ce sera dans le cadre des fêtes de fin d'année. Eva, on espère que d'où vous êtes, vous nous regardez. Nous sommes de tout cœur avec vous. Gros bisous comme ça. Matin bonheur, le rendez-vous, bien sûr, de l'information, mais aussi et surtout après le sport. Petite récompense si on mangeait un peu. D'où la rubrique Petit-déj. Mesdames et messieurs, ça va chauffer au niveau des papilles avec la première image, bouillie d'igname. Oh là là. Bon, il n'y a pas d'accompagnement, je comprends pas, mais alors que c'est un plat polyvalent avec du piment quoi? Piment sec, hein?
Du piment, sur le côté. Et ça nous a envoyé par M. Nguesson Serge Adjamé, 220 logements. Voilà, très très bon le matin. Hein. On consomme cela régulièrement dans les différentes contrées, dans les différentes villes de Côte d'Ivoire. L'igname, il y a Bété-Bété, il y a Ponan, il y a Assawa, plusieurs variétés d'igname. Ça va, c'est un plat polyvalent pour le ventre et pour les papilles. Deuxième petit-déj ce matin, un autre mythe, donc bouillie de riz. Je vois des gens qui sont très preneurs ici ce matin. Elodie Hamon, 2 plateaux adjunts. Voilà, bouillie de riz. Ça aussi, c'est très bon, très chaud. Ça retape, ça retape. Et puis, on va terminer avec le mythique Plakali. Oui, ah là 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 là. J'imagine ceux qui nous regardent de l'extérieur du pays. C'est quand on va à l'extérieur de son pays qu'on voit un peu l'importance de ce genre de plat. Alors, ça vient de Yao Eugène, Cocody, Valdoyen. Merci à vous et surtout, très bon appétit. Merci de nous retrouver, si c'est seulement maintenant que vous le faites sur RTI1. Réalisation de cette émission, bien sûr. Seront félicités avec Vicky Yao et toute l'équipe très joyeuse en haut. Ils ont besoin de leur reconnaissance également. C'est la raison pour laquelle, juste après cette émission, vous allez voir les photos de tous ceux qui sont en régie sur la page Facebook, la page Instagram et aussi sur le Twitter de l'émission. Kadi Fadiga, rédactrice en chef, on est très heureux donc d'être en votre compagnie pour ce deuxième jour de la semaine. Dans un instant, nous allons discuter avec Noël Kofi. C'est notre spécialiste techno avec qui nous allons parler bien sûr de l'évolution des smartphones. Mais avant de lui donner la permission de tout expliquer, bien sûr, on a un jingle. C'est parti. Comment ça va? Bien réveillé ce matin? Absolument, merci. Les plats vous ont donné de l'appétit, hein? Oui, énormément, énormément. C'était très appétissant. Et vous êtes plutôt beau-flotto ou croissant? On va dire croissant. Croissant? Croissant, vous n'aimez oui. pas le beau-flotto, vous faites genre? J'aime bien, mais je préfère quand même le croissant. Alors, ça tombe bien. Parlons de préférence. On va parler de l'histoire aujourd'hui des smartphones. Pourquoi vous avez choisi de nous parler des smartphones? Pourquoi? Alors, les smartphones sont ces petits instruments qui aujourd'hui partagent le plus clair de nos vies. Il faut reconnaître que on a l'impression que les smartphones finissent par en savoir plus sur nous-mêmes que nous sur eux, en fin de compte. Franchement, c'est plus que le Coran ou la Bible chez nous. Hein. Tout à fait. Quand on sort sans son chargeur, sans son smartphone, on est mal à l'aise. On est plus inquiet que quand on a perdu sa Bible ou son Coran ou sa Torah. Effectivement. Donc, il était important qu'on revienne un peu sur l'historique de ces petits outils, qu'on puisse voir comment tout a commencé, d'où tout est parti. Et ensuite, vers quelle technologie nous essayons d'aller au fur et à mesure, mais aussi et surtout comment utiliser son smartphone au quotidien, comment améliorer la qualité de la batterie, comment améliorer son autonomie, comment améliorer les photos qu'on prend, comment l'utiliser au quotidien et qu'est-ce qu'il nous apporte en plus, pourquoi est-ce qu'on crée un nouveau modèle, qu'est-ce qu'il apporte par rapport à l'ancien. Et donc, toutes ces technologies, toutes ces informations-là sont absolument, il est important que nous revenions dessus. D'accord. On a un élément, vous avez un élément pour nous? Tout à fait. Vous avez un élément pour nous? Vous voulez qu'on le visionne d'abord avant de discuter ou bien ça dépend? Hein? Je pense qu'on peut y aller pendant. Hein. Allez, alors dites-nous, ça a commencé comment cette histoire, cette folle aventure des smartphones? Alors il y a déjà un monsieur, c'est parti simplement d'un monsieur qui a inventé le premier téléphone portable. Il s'appelle Martin Cooper, il était responsable de la recherche et du développement d'un constructeur américain. Et donc, c'est ce monsieur qui, en premier, a passé le premier coup de fil avec un téléphone portable. Il a fait donc la présentation de son produit aux États-Unis et c'était en 1973. 10 ans plus tard, cette entreprise a commercialisé le premier smartphone. Et donc, c'était le premier téléphone. En termes de design, ce n'était pas le smartphone qu'on connaît aujourd'hui. Le téléphone mesurait près de 25 cm, il pesait 1 kg. Il avait une autonomie de 30 minutes et il fallait le charger pendant 10 heures. 30 minutes de communication pour 10 heures de charge. Donc, ça n'a rien à voir avec le smartphone qu'on connaît aujourd'hui. Allez dire ça aux ados aujourd'hui. Ah non, c'est insupportable. C'est clair que ce n'est pas la même chose. Alors, peu à peu, les technologies sont améliorées. On a créé le premier smartphone avec écran tactile et donc un véritable outil communiquant avec plusieurs fonctionnalités à l'intérieur, dont la messagerie, le fax, le traitement de texte, l'agenda, la calculatrice. Donc, tout ça sont des technologies qui existaient déjà. Donc, ça a été amélioré au fur et à mesure pour aboutir au smartphone que nous connaissons aujourd'hui. Alors, en 2001, on a donc des marques qui ont produit des smartphones au fur et à mesure et les technologies ont évolué. On est passé à des téléphones mythiques, notamment le téléphone qui passe en ce moment, un téléphone très connu. Et au-delà de celui-là, il y a eu ce qu'on appelle les systèmes d'exploitation. Donc, ces smartphones, avec l'évolution, ont créé ce qu'on appelle des communautés. Donc, c'est des systèmes qui regroupent plusieurs utilisateurs et en fonction de ces systèmes-là, on peut installer des applications. Mais le grand boom, ça a été bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, la naissance de ce smartphone, l'iPhone notamment, qui a permis
d'être une véritable révolution au niveau du tactile. Alors la principale révolution, c'était au niveau de l'écran surtout. Et donc, de belles révolutions sur lesquelles on pourra revenir. En Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas en reste, avec des marques telles que celles présentées en ce moment, qui initie le premier smartphone 4G en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est déjà très beau. La première tablette ivoirienne également, créée par un Ivoirien notamment, Thierry Ndoufou. Une tablette très novatrice, mais axée surtout sur la formation intellectuelle des enfants. Donc c'est surtout l'éducation qui est mise en avant. Une tablette révolutionnaire, hein. Il faut dire qu'elle résiste à l'eau, elle résiste à la poussière également. L'écran est très grand, adapté donc aux plus jeunes, avec tous ces outils qui sont préinstallés, des logiciels préinstallés pour les jeunes. Alors c'est très fonctionnel, c'est une vision assez novatrice de la chose. Il faut dire que l'intention du constructeur, du fabricant, Thierry Ndoufou, c'est donc de numériser les documents d'études pour les élèves et réduire le cartable. C'est un cartable électronique. Donc le cartable des enfants, on le voit aujourd'hui, il pèse plusieurs kilos, il est assez difficile à transporter tous les jours. Il faut tous les livres qu'on a à étudier dans le courant de la journée. Et donc ce cartable-là numérise carrément toutes ces données et on a à la fois, en une fois, tout le contenu de ce qu'on a à voir dans la journée. Ça, c'est de façon synthétique l'histoire des smartphones. Et puis, vous avez eu l'ingénieuse idée de mettre là-dedans tout ce qui concerne la dextérité des chercheurs ivoiriens. On espère qu'ils vont bénéficier de beaucoup plus de soutien. Alors, quand on a parlé de ça, qu'est-ce que ça représente en termes d'impact psychologique, d'impact financier sur la population? Alors déjà, le smartphone a apporté de véritables révolutions, puisque c'est des tout en un. Donc, au lieu d'acheter, par exemple, d'un côté un téléphone portable, tout simple, basique, d'un autre côté un appareil photo numérique, d'un autre côté un baladeur numérique, donc plusieurs outils à la fois, cet élément très compact a permis de réunir tout cela en même temps. Donc, plusieurs technologies sont venues à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va de plus en plus passer de l'informatique personnelle, donc les ordinateurs portables comme on les connaît, à l'informatique mobile. Donc, on réussit par exemple à utiliser tous ces documents professionnels, tous ces outils connectés. Aujourd'hui, on réussit à les avoir en permanence sur nous. Donc, on peut travailler en mobilité. On n'a plus véritablement besoin d'avoir un gros ordinateur, un desktop à la fois, un ordinateur portable, un bureau et tout. Avec le téléphone portable, on peut faire tout cela en même temps. Donc, en termes de réduction de budget, c'est déjà très pratique. En termes de maniabilité, c'est tout petit, ça tient bien dans le creux de la main. Et il y a de nouvelles technologies qui, au fur et à mesure, sont ajoutées à ces outils-là qui nous permettent d'améliorer le quotidien de nos vies. Noël, on ne peut pas parler de smartphone sans parler de l'éternelle archi-dépendance. Mais franchement, parce que si déjà nous, à notre époque, il y a une telle dépendance, on imagine ce que ce sera dans 10, 15, 20 ans. Alors, comment lutter contre cette dépendance-là? Parce que on va dire que les smartphones ont changé la physionomie de nos sociétés, carrément, hein, mais carrément. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on ne fait plus le même usage du téléphone qu'avant, et en même temps, on se regarde dans la glace à travers son téléphone, ça sert de torche, c'est un véritable couteau suisse. Hein. Absolument, absolument, capable de tout à la fois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies ont parfois des avantages. C'est vrai qu'elles créent énormément de dépendance, mais en termes d'avantages, elles nous permettent de rester en contact avec nos proches. Elles nous permettent de rester connectés avec tous ceux, avec à la limite l'environnement aussi large, pris au sens large du terme. Mais en même temps, c'est vrai qu'il faut savoir faire la part des choses. Nous sommes dans un monde connecté, nous sommes dans un village planétaire. Absolument. Il est bon de rester connecté, mais il ne faut pas oublier quand même les véritables relations. La réalité. Absolument. C'est comme l'acteur de James Bond, Daniel Craig, qui disait « Les smartphones, c'est bien, mais je préfère me faire des amis dans un pub. » Là, c'est plus réel. Alors, pour synthétiser tout ça, Noël Kofi, je rappelle que vous êtes là pour nous parler de l'évolution des smartphones. C'est cela. Pour synthétiser, qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les smartphones sont partis de téléphones très simples, téléphones basiques qui nous permettaient uniquement d'appeler et recevoir des appels. Au fur et à mesure, on a ajouté des fonctionnalités comme envoyer des SMS, envoyer des mails. On a ouvert carrément le téléphone à des applications. Aujourd'hui, ce sont des systèmes d'exploitation ouverts avec notamment des systèmes Android, des systèmes Windows qui permettent d'installer de nouvelles applications. Et il y a des plateformes de téléchargement d'applications qui existent qui permettent d'installer tout un tas de nouvelles applications. Alors, ça devient de véritables outils connectés, de véritables plus dans nos vies qui nous permettent d'immortaliser des moments, de partager des instants particuliers avec nos proches, de nous rapprocher de personnes qui sont très loin de nos regards, très loin de nos yeux. Et tout cela est donc positif. Mais il y a des inconvénients aussi. Il y a des inconvénients également. Les téléphones émettent des ondes. Donc, il faut tenir compte de ces ondes-là pour choisir un téléphone. Il y a ce qu'on appelle le DAS, le débit d'absorption. En anglais, c'est SAR, qui mesure
toute l'incidence, qui mesure donc toutes les ondes qui sont émises par les téléphones. Il faut tenir compte de cet aspect-là quand on choisit son téléphone. Il faut que cet indice soit toujours inférieur à 2. Donc c'est marqué en bas, ça se mesure en watts par kilo. Wow. C'est très important. On ne fait pas très attention, mais c'est très... Effectivement, les constructeurs d'ailleurs ne communiquent pas assez dessus, alors que c'est une information qui est très importante. Il ne faut pas dormir avec un smartphone, je vais y arriver, à côté de soi, et communiquer pendant que c'est en charge. Exactement. Il ne faut pas le laisser brancher toute la nuit, ce n'est pas recommandé. Il ne faut pas le laisser, bien entendu, plonger dans l'eau. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des téléphones qui résistent à l'eau, mais ce n'est pas une raison pour prendre sa douche avec quand même. Donc, il ne faut pas le laisser proche d'une source de chaleur. Donc, même au soleil, ce n'est pas recommandé. Il faut donc en prendre soin. Il faut le charger normalement. Et il y a tout un tas de petites astuces dont on a essayé de relever les points les plus essentiels sur lesquels on va revenir, je pense. Alors, dernière question. Et demain? Les smartphones de demain. Alors, les technologies pour demain, on tente d'aller plus vers les écrans de plus en plus grands. Donc, c'est ce qu'on appelle le borderless, avec des écrans qui occupent pratiquement 100% de la face avant du téléphone. Effectivement, on a les technologies également au niveau de l'amélioration de l'affichage. Donc, c'est un téléphone qui se présente comme un bracelet qui permet d'afficher tout le contenu du smartphone directement sur un support. Ça peut être donc sur la peau, ça peut être sur un support mural, et vous pouvez manipuler les informations. On a également des... Disponible chez nous en Afrique? Non, c'est en train de venir. Ce sont des technologies qui sont encore en train d'être homologuées et ce sera assez bientôt révélé. Donc, on pourra voir des gens dans le Woro, dans le Baka avec l'écran sur le... Ça va faire bizarre quand même. Ça va faire bizarre, ça va être très innovant. Mais au départ, je veux dire, quand on passe des premiers smartphones aujourd'hui à ce qu'on a, on voit déjà la grosse révolution. Mais moi, je vous dis, je me rappelle de mon premier téléphone, mais c'était gros comme ça, comme des sandales. Et franchement, quand je vois aujourd'hui ce qu'on a, mais mon Dieu, quelle évolution. Hein. Effectivement, et ça va vite, ça va très vite. Très, très vite. Alors pour demain, ce sera encore mieux. D'accord. Merci beaucoup, Noël Kofi, notre spécialiste donc, techno sur Matin Bonheur. C'est toujours un plaisir de la voir le mardi. Le mardi prochain, on va parler de quoi? Le mardi prochain, je pense qu'on va revenir sur les robots de cuisine. Ah, les robots de cuisine. Tout à fait. Ah oui, ça, il y a une catégorie de nos téléspectateurs, en tout cas téléspectatrices, qui vont beaucoup apprécier. Hein. Voilà, les robots de cuisine. Et puis, c'est de très bonnes idées cadeaux pour cette fête, pour ces fêtes de fin d'année. Absolument. Pourquoi pas. Merci beaucoup à vous. Merci de rester avec nous. Matin Bonheur, le rendez-vous de l'information, mais aussi le rendez-vous de la sensibilisation. La preuve, vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier célèbre la journée mondiale de lutte contre le diabète. Et donc, nous, à Matin Bonheur, nous n'avons pas voulu demeurer un reste de cette célébration, de cette maladie qu'il faut combattre par des actions. Aujourd'hui, dans cet élément, je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir un peu ce qu'il faut autour du diabète de type 2. Regardez. Pour comprendre ce qu'est le diabète, expliquons d'abord comment le corps utilise l'énergie provenant des aliments. Les sucres, aussi appelés glucides, proviennent des aliments que nous mangeons. Les sucres sont digérés et se retrouvent dans le sang sous forme de glucose. La présence de glucose dans le sang amène le pancréas à produire de l'insuline. L'insuline agit comme une clé qui permet au glucose d'entrer dans les cellules. Le glucose est alors utilisé comme énergie par les cellules. Par exemple, les cellules des muscles. L'insuline permet aussi de mettre en réserve du glucose dans le foie. Ce glucose dans le foie est libéré et utilisé par le corps comme énergie entre les repas et durant la nuit. Chez les personnes diabétiques de type 2, le pancréas ne fabrique pas assez d'insuline ou l'insuline produite ne fait pas bien son travail. Ainsi, une partie du glucose ne peut être utilisée comme énergie par les cellules. Cela cause une augmentation anormale du glucose dans le sang, nommée hyperglycémie. Les symptômes de l'hyperglycémie sont, entre autres, la soif, les urines abondantes ou la fatigue. Ces symptômes ne sont pas toujours présents. C'est pourquoi le diabète de type 2 peut passer inaperçu pendant de nombreuses années. À long terme, l'hyperglycémie peut causer des dommages aux yeux, aux reins, aux nerfs, aux vaisseaux sanguins et au cœur. Manger sainement, bouger,
Réagir au stress de manière efficace et prendre ses médicaments tels que prescrits aide à contrôler le taux de glucose dans le sang. Voilà, avoir donc la précaution de tous les instants et puis faire en sorte qu'on puisse avoir le mouvement, bouger, manger, bouger. On le dit souvent à travers des spots, mais c'est la réalité. Il faut fuir l'indolence, rester devant la télévision pendant des heures. Il faut se lever de temps en temps, marcher dans le quartier, s'aérer l'esprit, le cœur, le corps également. Ça fait du bien et ça nous permet d'éviter bon nombre de maladies, dont le diabète de type 2. Et on salue toutes ces personnes qui souffrent des affres de cette maladie. Nous sommes de tout cœur avec ces personnes-là et nous osons espérer que grâce à des comportements et grâce à la prise régulière et suivie de médicaments, ce calvaire-là va prendre fin. Merci en tout cas de rester avec nous. Information également au niveau de la route. C'est le point route maintenant. On y va avec le jingle. Je rappelle que cette émission est réalisée par Soro Félicité. Envoyez-nous sur la route maintenant, Félie. Allez-y. Et nous allons commencer par les deux plateaux dans la commune de Cocody. C'est au nord d'Abidjan, au pied donc de ces fameuses tours. Nous avons une circulation assez fluide, même si la clarté totale n'est pas revenue sur nos caméras placées voilà, à ces différents points. Alors, nous allons aller maintenant du côté du pont de Gaulle avec une vue, voilà, c'est mieux que la dernière fois, le soleil qui se lève, les oiseaux qui volent, qui nous donnent un peu la cadence et la route qui n'est pas trop occupée. Ça va pour le matin. Alors nous allons aller maintenant sur le lagunaire pour voir un peu au pied des immeubles et aux abords donc de la majestueuse lagune ébriée qui se réveille. Une circulation assez cool, assez fluide. Alors, nous allons aller maintenant à Koumassi avec mon très cher ami Anassé qui est très, très concerné par le point route. J'ai l'impression qu'il veut voyager lui aussi. Donc, Koumassi, Koumassi, ça va. Koumassi, ça va. La circulation est cool. Pour le moment, ça va. Nous allons aller du côté de l'échangeur. Maintenant, pour voir si on échange bien au niveau de la circulation, permettez cette façon de parler. Là. On va aller à l'échangeur, on a l'échangeur, voilà. La circulation est vraiment cool à 7 h de la matinée. Il est 6h22 partout en Côte d'Ivoire, à Djekanou aussi. Et on est très heureux d'être en votre compagnie. Je rappelle que la thématique de notre émission parlera bien sûr de droit, parce que le mardi, vous le savez, c'est droit. Nous aurons le grand plaisir de discuter avec M. Abo Fodjo, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires sur le thème « L'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, quelle crédibilité ?» C'est un organe, une instance qui a pour but de garantir aux justiciables une certaine équité et puis vraiment beaucoup de justice, on va dire ça comme ça, au sein de l'appareil judiciaire. C'est un organe qui tient à cœur donc au garde des Sceaux. Donc avec lui, nous allons discuter un peu de ce recours abusif parfois de certains magistrats au mandat de dépôt. On va parler également de ces justiciables qui se plaignent, énormément de plaintes et surtout n'oubliez pas que vous pouvez réagir, vous pouvez réagir en nous envoyant des questions à partir de 7 h déjà. Et même maintenant, sur la page Facebook, le thème est déjà campé depuis hier. Vous pouvez envoyer toutes les questions. Si vous avez été victime d'un souci au niveau judiciaire, si vous ne connaissez pas les voies de recours, si vous avez besoin d'informations, c'est le moment. Et surtout que nous allons discuter avec une personne idoine, un magistrat hors hiérarchie, une personne de qualité au sein de l'appareil judiciaire qui a essayé de donner ses lettres de noblesse à cette instance-là afin que tout le monde soit au même pied d'égalité, n'est-ce pas le but de la justice. Merci d'être en notre compagnie. Il est 6h23. Dans quelques minutes seulement, on aura le journal, mais avant le journal, on aura bien sûr la météo. Je rappelle donc, si vous venez de nous prendre en marche, que nous allons parler également de l'entreprise, parce que le mardi, donc, on parle entreprise de façon théorique et le jeudi,
nous recevons quelqu'un sur le plateau pour débattre. Et le thème, c'est « Trouver des idées d'affaires ». Comment trouver des idées d'affaires? Voilà. Est-ce que ça part d'un coup de foudre ou bien c'est un travail minutieux qui se fait au fil du temps, tout ça? Il va falloir vraiment le trouver. Et puis, si vous étiez avec nous hier, on a eu le grand plaisir de discuter avec l'auteur d'un fameux livre qu'on a beaucoup aimé, M. Koué, qui parlait donc de comment être son propre patron. Et c'était bien. Voilà, toute l'équipe est très heureuse. On se retrouve dans quelques instants seulement. Mais avant, on aura bien sûr la météo, le journal. Et puis, n'oubliez pas aussi, hein, avant d'arriver au journal, que la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Oui, la Côte d'Ivoire n'est pas seule, sportivement parlant. Oui, l'Italie aussi est éliminée pour la Coupe du Monde. Bon, ça ne fait pas bien, mais bon. L'Italie est éliminée. Bon, il y en a qui disaient dans ce studio, nous ne sommes pas les seuls. Même l'Italie, même la Côte d'Ivoire se paie le luxe de faire comme l'Italie. Oui, l'Italie qui ne sera pas une Coupe du Monde et ce n'est pas arrivé, tenez-vous bien mesdames et messieurs, depuis 1958. À l'époque, j'avais seulement 10 ans. Alors, on se retrouve dans quelques instants seulement. Hamza Diaby vient de s'installer dans ce studio pour nous présenter les principales manchettes de l'information. Ce sera dans quelques minutes seulement, mais avant, on aura la météo et l'agenda. Réalisation de cette émission, bien sûr, Soro, félicité. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Les régions du sud-est et de l'est pourraient observer des passages nuageux qui pourraient affecter ces régions et donner de la pluie. Par ailleurs, au centre et à l'ouest, on pourra observer un temps brumeux en début de période avant qu'un temps partiellement nuageux ne prenne la place. Au nord, le temps sera faiblement nuageux et progressivement ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, 24 degrés à Adiaké, Bondoukou 23 degrés, les villes de Boaké et d'Aloa marqueront 23 degrés, Dimbokro 24 degrés, Gagnoa 23 degrés, il fera 21 degrés à Korogo, Mans 22 degrés, Odiéné 20 degrés, San Pedro marquera 24, la température sera de 26 degrés à Sassandra, 26 degrés également sur la ville de Tabou et Yamoussoukro 22 degrés. L'après-midi, la région nord pourrait observer un temps relativement sec et ensoleillé. Sur la bande centrale, la période sera ensoleillée, toutefois, des orages isolés avec de la pluie pourraient être observés en fin de période sur l'est et l'ouest. L'effet de brise de mer pourrait favoriser par ailleurs des développements de cellules orageuses suivis de pluie sur les régions forestières, puis les régions côtières en milieu ou en fin de période. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, 32 degrés sur la ville d'Adiaké, Bondoukou, 33 degrés, 31 degrés à Boaké, Daloa, 33 degrés également à Dimbokro. La ville de Gagnoa marquera 32, il fera 35 degrés à Korogo, 30 degrés sur la ville de Mans. Le mercure affichera 34 degrés sur la ville d'Odiéné, San Pedro 30 degrés, 31 degrés à Sassandra, 30 degrés sur la ville de Tabou et Yamoussoukro 32 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous. MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur RTI1. Le président Alassane Ouattara a reçu hier matin un émissaire du président guinéen Alpha Condé. Kassori Fofana est venu signifier au chef de l'État la volonté de la Guinée d'accentuer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. La Guinée souhaite notamment bénéficier de l'expertise technique du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement. On en saura plus avec Mahama Traoré et Jérôme Kofi Abolin dans nos prochains journaux.
Préparatif du 5e sommet Union africaine-Union européenne, le vice-président Daniel Kablan-Duncan poursuit sa visite des sites retenus. Il était hier lundi à l'aéroport de Yamoussoukro pour voir l'évolution des travaux entrepris. On en parle avec Awa Touré. La Côte d'Ivoire veut faire du sommet Union africaine-Union européenne une réussite totale. Les aéroports concernés par cet événement doivent ainsi répondre aux normes de qualité requises. Après l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le vice-président Daniel Kablan-Duncan était à Yamoussoukro pour évaluer la fin des travaux de l'aéroport de la capitale politique. Un aéroport créé en 1974 et mis en service en 1976 avec une piste d'atterrissage longue de 3000 mètres. C'est à bord d'un bus que le vice-président a visité la piste d'atterrissage qui a été renforcée sur 2500 mètres. Au seuil 23, Daniel Kablan-Duncan s'est vu expliquer l'ensemble des travaux réalisés sous la supervision du BNET. Ensuite, direction le seuil 05, où se trouve le parking en béton hydraulique prévu pour accueillir les avions gros porteurs et le parking en béton bitumineux qui peut recevoir les avions de petite taille. La visite s'est poursuivie à la caserne des sapeurs-pompiers militaires, entièrement rénovée, et à la tour de contrôle, alimentée par un bloc technique réhabilité en profondeur. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au terme de cette inspection, s'est félicité de la qualité des travaux réalisés. Ce qui était important à voir, c'est le nombre d'avions qui peuvent stationner ici. Dans la formule la plus large, si tout est petit avion, entre guillemets, genre Falcom, genre Grumman, on peut aller jusqu'à 17. Bon, la configuration la moins favorable, si je puis dire, si on a 2 gros porteurs, des moyens porteurs, des petits porteurs, on peut aller jusqu'à 10. Donc c'est entre 10 et 17. Donc là, de toute façon, nous allons travailler dessus avec l'ensemble des membres du gouvernement, et notamment avec le ministre des Transports, et en fonction donc des types d'appareils qui vont venir, et voir un peu la répartition. Et je voulais vraiment féliciter l'ensemble des différents corps qui ont travaillé ici, parce que les choses ont été faites dans des délais relativement courts, et je pense que la qualité du travail est bonne. Donc Yamoussoukro se présente bien, surtout que les éléments techniques qui ont été indiqués ici permettent l'atterrissage de jour comme de nuit. Après plus de 2 heures de visite à l'aéroport de Yamoussoukro, le vice-président de la République est parti rassuré. Les travaux devraient s'achever dans les jours à venir après le marquage de la piste d'atterrissage. Daniel Kablan-Duncan est rentré à Abidjan comme il est arrivé par la route. Occasion pour lui de tester la qualité de la route Abidjan-Yamoussoukro. Et ici au palais de la présidence de la République, ici donc à Abidjan, à la salle des pas perdus, un séminaire gouvernemental s'est tenu hier lundi. À l'ordre du jour, la forêt ivoirienne. L'équipe gouvernementale entame avec cette rencontre une série de travaux pour la réhabilitation et la préservation de nos forêts. Alexis Ouedraogo. Un séminaire gouvernemental dédié à la forêt. Ce lundi, sur invitation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ils étaient tous là, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, mais aussi sociétés civiles et industries du bois. De 16 millions d'hectares en 1900, la forêt ivoirienne est passée à ce jour à 3,4 millions d'hectares. Plus de 12 millions de forêts perdues sur ces 115 dernières années. Une situation plus qu'alarmante. Le gouvernement ayant pris la pleine mesure de ce contexte extrêmement délicat pour la Côte d'Ivoire, s'est engagé à élaborer une nouvelle stratégie pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Dans ce cadre, le gouvernement a proposé une déclaration de politique de préservation et de réhabilitation des forêts en Côte d'Ivoire. En vue de prendre en compte vos contributions, j'ai décidé d'organiser ce séminaire gouvernemental dans l'optique d'avoir des échanges ouverts avec les acteurs du secteur de la forêt que vous êtes sur les orientations qui favoriseront une gestion durable de nos forêts. Indexer plusieurs fléaux, en premier l'orpaillage illicite pratiqué par des paysans devenus chercheurs d'or,
La croissance démographique, la déforestation massive liée à la mise en culture des terres, mais aussi l'inefficacité de la répression sur le terrain. Et si le secteur privé, la société civile et les partenaires au développement sont associés à la réflexion, c'est que les nouvelles mesures en préparation imposent à chacun d'eux des rôles clés. Nous avons entendu leurs recommandations, répondu à leurs préoccupations et à leurs questions. Et au terme donc de ce séminaire, le gouvernement pourra donc discuter de ce qui a été fait comme apport. J'aurai à présenter donc une nouvelle mouture au gouvernement qui donc l'entérinera avant que cela passe en Conseil des ministres pour que le président de la République puisse en fin de compte donc déclarer cette nouvelle politique. Ce séminaire est le point de départ d'une série de travaux pour la préservation et la réhabilitation des forêts. Alors que s'ouvre la COP23 en Allemagne, il vient marquer la volonté du gouvernement à s'engager contre les changements climatiques. Et justement, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Ouloto, conduit la délégation ivoirienne à la 23e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques COP23 qui se tient présentement à Bonn en Allemagne. La ministre fera entendre la voix de la Côte d'Ivoire dans son engagement à œuvrer à la lutte contre le réchauffement climatique. Arrivée donc hier dans la métropole allemande, Anne-Désirée Ouloto a aussitôt eu des séances de travail avec des institutions de haut niveau. Elle a échangé avec les responsables du Fonds vert pour le climat pour un projet relatif à l'agriculture zéro déforestation à travers les programmes des Nations Unies pour le développement, le PNUD. Le Fonds vert pour le climat doté initialement de 10 milliards 200 millions de francs CFA, 10 millions 200 milliards donc de dollars avec pour objectif de financer la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochains journaux. Ici en Côte d'Ivoire, le ministre des Transports, au nom du président Alassane Ouattara, est allé en Amérique, aux États-Unis. Il visite donc une exposition d'œuvres d'art à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Washington. L'exposition est organisée par la fondation Fatou Sylla. Elle porte sur environ 1000 objets d'art exposés dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne aux États-Unis. Et pour la fondation Fatou Sylla, il s'agit de faire la promotion de l'art et de la culture de Côte d'Ivoire dans le cadre des activités de la francophonie aux États-Unis. Le reportage est signé Jérôme Kofi Aboulin. Fondation Fatou Sylla, du nom de cette dame ivoirienne très battante, bien connue dans l'industrie de transformation des papiers. Si cette fondation d'exposition des œuvres d'art constitue une autre corde à son arc, force est de constater que Fatou Sylla tient surtout à faire partie des promoteurs de l'art et de la culture en Côte d'Ivoire et au-delà des pays de la CEDEAO. Je voudrais donner un plus à nos artistes parce que nos hauts cadres ne s'intéressaient pas beaucoup aux objets d'art. Je suis venu ici aux États-Unis parce que c'est le pays de l'art où l'homme respecte l'art. Nos frères ivoiriens, quand ils viennent ici, ils apprécient mieux parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose qui est éclatant. L'exposition, logée à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, a été visitée par le ministre ivoirien des Transports, alors membre de la délégation ivoirienne conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, à la faveur de la cérémonie de signature de l'accord du don à la Côte d'Ivoire par le Millennium Challenge Corporation à Washington. C'est donc au nom du chef de l'État ivoirien qu'il a procédé à la visite de cette exposition de la fondation Fatou Sylla. Le MCC vient donc tracer de nouveaux sillons donc dans la coopération entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. C'est un boulevard qui s'ouvre désormais et aucun secteur ne doit être en marge, notamment donc, le secteur de la culture. Donc nous allons en tout cas voir avec nos collègues de la culture, du tourisme et puis de l'artisanat, voir qu'est-ce qui peut être fait donc, de cette fondation donc, ici. Mais à notre avis, il faudra la maintenir, qu'elle soit renouvelée. Depuis septembre 2014, cette exposition se fait de façon permanente en vue de la découverte de ces œuvres d'art au nombre d'environ 1000 dans l'enceinte de l'ambassade ivoirienne à Washington, D.C.
Elle est toujours inscrite et c'est une particularité aux activités de la francophonie aux États-Unis. Reportage signé Jérôme Kofi Abola. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le mercredi 15 novembre 2017, journée nationale de la paix est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. C'est signé des mains du ministre Jean-Claude Kouassi. Et puis, pour refermer ce journal, l'actualité internationale en bref. 2 jours de débat sur la paix et la sécurité en Afrique. Des dirigeants, des présidents, des chercheurs, des experts, des responsables de la société civile réunis pour cette 4e édition du Forum de Dakar pour échanger sur les défis sécuritaires du continent. Lors de la cérémonie d'ouverture de ce forum, il a été question de sécurité intégrée, autrement dit des moyens de travailler ensemble pour lutter contre le terrorisme. Selon le dernier bilan officiel, 407 personnes ont été tuées et plus de 7000 autres blessées dans le séisme de 7,3 degrés sur l'échelle de Richter qui a frappé la province de Kermanshah dans l'ouest de l'Iran. Les opérations de secours se poursuivent pour essayer de retrouver des survivants sous les décombres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, Hamza. C'est férié demain? C'est férié demain? C'est férié demain, demain 15. Donc on se repose demain? Non, on travaille demain. Ok, oui, on va travailler. On sera ensemble. On sera ensemble, avec beaucoup de plaisir, je rappelle. Merci d'être avec nous et on va raccompagner donc Hamza Diaby, tout en restant bien sûr dans la sphère information, avec maintenant la revue de presse. Mais avant, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à... Vous savez que Matin Bonheur, c'est une famille et quand un membre de la famille est heureux, tout le monde est content. Donc, Ngrouman Ange Johan, c'est le fils d'un de nos sympathiques collaborateurs qui a 6 ans aujourd'hui. Elle, son anniversaire, c'est bientôt. Elle a dit à l'entame de cette émission, on va organiser quelque chose pour elle parce qu'elle est très exigeante. Fatim DJ, la revue de presse, c'est parti. Alors, Fatim, on démarre avec le sujet du jour dans Fraternité Matin. Comment détecter le bon collaborateur? Il est une difficulté presque insoluble pour les chefs d'État africains, celui de trouver la bonne personne à la bonne place. Président, ministre, directeur ou bien chef de service, rien de tel que d'avoir le parfait collaborateur avec des compétences requises et techniques et bien sûr avec aussi des qualités morales. Selon le rapport de la Commission économique des Nations Unies, les États africains sont couverts d'opprobre en matière de corruption. Rien que pour la décennie écoulée, l'Afrique a perdu 8 000 milliards de dollars du fait justement de la corruption. Dans un contexte marqué par le clientélisme, le népotisme et les considérations partisanes, il est courant pour les gouvernants de s'entourer de ceux à qui ils sont moralement obligés, même si ces derniers n'ont pas les compétences techniques nécessaires. Et cet entourage, bien sûr, ne sera donc pas productif et aura un effet négatif sur la performance générale de cette administration, regrette donc l'auteur de l'article. Et puis l'intelligent d'Abidjan revient sur la guerre des chiffres autour du sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. La formule 1+20, c'est-à-dire un chef d'État ou du gouvernement et donc 20 personnes, est le schéma qu'a retenu les autorités ivoiriennes pour se préparer à l'accueil des délégations étrangères invitées à Abidjan pour le sommet UA-UE qui se tiendra donc les 29 et 30 novembre prochains. Les 20 personnes prennent en compte la sécurité, le protocole et même les ministres pouvant être de la délégation. Ce sont ces personnes qui seront prises en charge par les autorités ivoiriennes qui recevront 88 pays, des partenaires au développement et des journalistes. Après un savant calcul, l'auteur de l'article affirme qu'ils seront 2310 autres personnalités tout au plus. Mais alors, d'où sort ce chiffre de 10 000 personnes annoncé? Un chiffre contesté par le vice-président Daniel Kablan-Duncan lui-même. Il faut croire qu'il y a une petite guerre des chiffres qui suscite déjà des interrogations. Guerre des chiffres, guerre de la monnaie, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce matin, la presse s'intéresse à la petite monnaie.
Dans l'hebdomadaire Allopolis paru hier, le journaliste Koné Sibirinan revenait sur la pénurie de monnaie qui date déjà depuis plusieurs années. Les pièces de 5 francs à 200 francs sont rares. Or, plus le temps passe et plus les choses se corsent. Pour preuve, le récent communiqué de la structure qui gère le pont HKB, dont je vous fais part, rupture de monnaie à partir du jeudi 9 novembre 2017, préparait le montant exact au péage. Un message qui a mis les automobilistes dans tous leurs états. Certains ont lancé sur Facebook même un mouvement de boycott de cette décision. Et ce matin, Notre Voix revient aussi sur ce sujet et annonce que la société anonyme de construction du pont Riviera Marcory a annulé sa décision d'exiger la monnaie exacte au paiement du passage au 3e pont. Une initiative saluée par la Fédération nationale des associations des consommateurs. Selon Jeune Afrique, une nouvelle guerre menace le Moyen-Orient. Dans son éditorial de cette semaine, Béchir Ben Yamed se dit obligé de parler d'un État qu'il qualifie d'intégriste et archaïque, l'Arabie saoudite. Alors tout l'article a ce ton très corrosif. Selon l'auteur, le roi Salman, 82 ans, intronisé il y a 3 ans, et son fils Mohamed Salman, 32 ans, ont décidé il y a tout juste une semaine de perpétrer un coup d'État pour s'accaparer les pouvoirs religieux, politiques et militaires. Alors pourquoi ce coup de force? Pour le journaliste, ces derniers sont arrivés à l'idée hasardeuse de déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient pour servir leurs intérêts. L'éditorialiste cite même le conflit en tant qu'exemple déclenché au Yémen voisin il y a 2 ans, l'affrontement actuel avec le Qatar, sans oublier l'ennemi de toujours, bien sûr, l'Iran, le tout avec l'aide d'Israël et des États-Unis, nous dit l'article. Et pour finir, vous connaissez Fatima, l'insolite. Désormais, Louis Vuitton s'invite dans nos toilettes. Et oui, Marcelin, on touche le fond. Le site de refonte en ligne Treasury a pensé créer des toilettes de prestige. Elles sont réalisées en or et entièrement recouvertes de cuir de haute gamme Louis Vuitton. Une vingtaine de sarcs de la marque ont été sacrifiés pour les habiller. Quel dommage, je pense que Eva serait d'accord avec moi. C'est l'artiste australienne-américaine Ilma Gore qui a conçu ces toilettes de luxe. Alors, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que sur le plus haut ou le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son derrière. Voilà. Allez, bonne journée. Je vous laisse en compagnie de Marcelin. Je vous dis à demain. À demain, Fatima. C'est tellement bien. La chute est tellement bien. En tout cas, vraiment, merci, Eva. Quelle que soit la marque, quelles que soient les conditions, le pays, l'endroit, l'essentiel, c'est d'être à l'aise. Merci beaucoup. C'est ça aussi, toujours le temps d'humour qui ponctue bien sûr les revues de presse de Fatim que vous allez retrouver avec beaucoup de plaisir en replay sur notre page, sur les différentes déclinaisons par rapport au web de l'émission Matin Bonheur. Matin Bonheur qui se poursuit maintenant avec notre invité spécialiste d'économie qui va nous parler aujourd'hui d'un thème assez intéressant et nous allons parler de comment trouver des idées d'affaires. Parfois, on a les moyens. On dit souvent que ceux qui ont les moyens n'ont pas d'idées et ceux qui ont des idées n'ont pas de moyens. Avec lui, on va essayer de voir un peu de quoi tout ça retourne. Monsieur Quadio Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, Marcelin. Trouver des idées d'affaires. Homme, besoin, achat. C'est un peu dans cette sphère-là qu'on va graviter. Homme, besoin, activité. Activité, voilà. Voilà. Alors, la dernière fois, sur ce même plateau, nous avons défini ce que c'était l'entreprise. On créait une entreprise pour satisfaire les besoins exprimés par la population. Et je voudrais dire ceci, que de tout temps, l'homme aura toujours des besoins. Dans la Bible, il est écrit que l'homme mangera à la sueur de son front. Donc, pour satisfaire ses besoins, il va falloir exercer une activité. Mais quels sont ces principaux besoins pour lesquels on peut créer une entreprise? Il y a respirer, se nourrir, boire, manger. Voilà, respirer, manger, boire, s'habiller, se distraire, se déplacer, se soigner. Vous voyez que fonder une famille, s'amuser. Donc, il y a une activité qui peut être créée autour de chaque besoin. Et, normalement,
les besoins, pour les satisfaire, on va s'inscrire dans une sphère d'activité, qui est la production, la distribution et la consommation. Absolument. Production, création des richesses ou des produits. Distribution, comment la richesse ou le produit qui a été créé va parvenir au consommateur. Et la consommation, c'est l'utilisation finale ou intermédiaire du produit ou du service. Donc, une activité peut se créer dans la production, dans la distribution ou dans la consommation. Marcel, je voulais vous poser une question. Savez-vous combien il y a de garbadromes à Abidjan? Au moins 50 000. 50 000. Ils ont besoin de chacun combien de kilos de piment par jour? Ça, c'est une colle. C'est une colle. Imagine, prenons même en moyenne 2 kilos de piment frais par jour, par 50 000. Wow. Ça fait 100 000 kilos de piment. Ça fait 100 tonnes de piment que les garbadromes utilisent chaque jour. Bon, donc, si on observe cette activité, on se dit, ben, moi, écoutez, où est-ce que les gens vont acheter le piment? Moi, je peux créer une activité dans la distribution du piment au garbadrome. Chaque matin. Chaque matin. Très tôt le matin. Ça fait 100 tonnes de piment. C'est un marché C'est un marché énorme. Vous voyez que là, je suis dans la distribution. Je peux être dans la production de piment. Je vais, et c'est là qu'on va parler des secteurs d'activité, secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, la transformation, c'est-à-dire la petite industrie, ou les services, les prestations de services. Vous voyez? Donc, on part du besoin, on en a une multitude, je suis obligé d'exercer une activité. Ça, c'est Dieu qui l'a dit, et c'est une loi qui ne sera jamais abolie. Activité légale, il faut préciser. Oui, activité légale, bien sûr. Oui, parce qu'on peut avoir aussi des activités illégales pour gagner de l'argent aussi. Ça, c'est parce que nous recommandons... Le broutage n'est pas une activité légale. Voilà, le broutage, entre guillemets, n'est pas une activité. Parce qu'on peut brouter et gagner de l'argent, mais réellement au village, dans le champ, tout ça, en broutant... Voilà. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Voilà. Alors, donc reste production, distribution, consommation. Il y a une floraison d'idées qu'on peut avoir à travers tout ce qui se passe. À partir des besoins. Regardez, par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Aujourd'hui, les grandes écoles, les universités, tout le monde affiche le taux d'admission pour attirer les gens. Mais moi, quand je regarde, je dis, mais il y a déjà assez de diplômés sur la place qui n'arrivent pas à avoir un emploi. Donc, au lieu d'afficher mon taux d'admission, pourquoi ne pas afficher le taux d'employabilité de ceux qui trouvent un emploi à partir de mon école. S'il n'y en a pas, je vais créer mon école pour que ceux qui sortent de chez moi aient un emploi. Vous voyez que c'est une activité, c'est un besoin de se former, de s'éduquer, de s'instruire et de tout ça. Donc, on va créer des écoles. Les écoles peuvent partir de la maternelle jusqu'au cimetière. Voilà. Donc, pour avoir une idée d'affaires, il faut partir des besoins. Et c'est dire qu'on a une activité de production, une activité de distribution, une activité de consommation. Rappelons, hein, qu'il y a plusieurs secteurs. Voilà. Il y a le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Il faut qu'on puisse réexpliquer ça à ceux qui... Le secteur primaire, c'est tout ce qui va concerner l'agriculture, les mines, etc., etc. Donc, je vais produire. Mais moi, j'ai discuté avec une Israélienne une fois qui m'a dit, mais vous dites qu'en Côte d'Ivoire, le piment, il pourrit, le gombo, ou bien l'aubergine pourrit sur place, mais est-ce que vous savez qu'on peut faire de l'huile de piment? Elle dit, bon. Vous voyez qu'en partant juste de cette idée, de cette petite phrase qui a été dite, j'ai dit, mais il y a toute une activité à créer, des emplois à créer autour de cette petite phrase. L'huile de piment. L'huile de piment. Et moi, je le dis toujours ici, hein, pour rester un peu dans votre... Le marché du 24 heures sur 24 dans nos pays n'est pas développé. Pratiquement est inexistant. C'est inexistant. Il y a pas, moi, je me lève le soir, à n'importe quelle heure de la journée, je veux avoir... c'est pas développé. Et ça, quand vous en parlez avec des personnes, lors des forums, des séminaires, on dit, et c'est à juste titre aussi, hein, la sécurité. Bien. Ça veut dire qu'il y a un besoin
de sécurité. Vous êtes un homme d'affaires, vous voyez le besoin partout. Donc, s'il y a un besoin de sécurité, à la limite, mais il faut aller susciter le besoin. Pour leur dire, mais vous, ici, vous travaillez dans un environnement comme ça, vous savez qu'il y a des gens qui vous agressent. Est-ce que moi, je peux venir vous protéger? Je crée les besoins. Et à partir de ces besoins, les gens, ils ont besoin d'être protégés. Donc, je crée mon affaire autour du besoin de sécurité des gens. Donc, pour me résumer, c'est dire quoi? On a toujours des besoins à satisfaire. Et les besoins vont de la respiration. Vous voyez que parfois, je vois des gens avec des cache-nez, parce qu'ils ont besoin de respirer quoi? De l'air pur. Donc, le type, il dit, je regarde, bon, ceux-là, ils respirent un air vraiment pas pur, donc je crée, je fabrique des cache-nez. Et les gens vont acheter. Ils en ont besoin. Regardez sur la route les dames qui balaient. Elles n'ont pas besoin de ça. Si elles ont besoin de ça. Vous voyez, donc il faut bien les payer déjà d'abord avant de leur donner. Voilà. Tout ça, d'accord, ok. Ça, c'est un besoin d'augmentation des salaires, des revenus. Donc, comment il y a toujours créé une entreprise, l'idée d'affaires s'est bâtie autour du besoin exprimé par l'homme. Donc, il faut être vraiment très attentif. Il faut être très attentif, très observateur. Très observateur. Et puis regarder. Une petite phrase dite par quelqu'un dans le transport en commun, ça peut créer une entreprise. Mais parfois, ce qui décourage les gens, M. Kouadio, c'est qu'il y a un certain cloisonnement. On sait que le bois, c'est telle catégorie de personnes, ce genre de motomer, ça, c'est telle catégorie de personnes. Oui. Des fois, ça peut décourager aussi, on se comprend. Oui, c'est parce que ceux-là, ils se protègent. Ils ont eu une vision, ils ont eu une affaire qui est juteuse, ils vont se protéger, ils vont créer un cartel, ils vont créer des choses. Mais il faut voir plus que ces cartels. C'est-à-dire, c'est parce qu'on est sur le plateau, sinon j'allais développer des idées, comment briser ces cartels-là. Ça, moi, j'ai des idées pour ça. Ah, d'accord. OK, ça va faire l'objet d'une prochaine émission. C'est toujours un plaisir de vous avoir, donc, M. Jean-Baptiste Kouadio. Donc, trouver des idées d'affaires, il faut être attentif à tout ce qui se passe autour de soi, observateur, perspicace, pugnace, tenace, parce que c'est bien d'avoir visionnaire, c'est bien d'avoir l'idée. Il faut s'accrocher à l'idée et ensuite faire en sorte qu'on puisse tenir. Parce que à tout moment, ça peut tanguer du fait de l'insécurité, du fait de l'instabilité, du fait de beaucoup de facteurs. Donc, il faut s'entourer aussi de beaucoup de précautions. Merci beaucoup. Merci. Le mardi prochain, on va parler de... Une fois qu'on a trouvé l'idée, quelles sont les compétences que je dois développer pour que je puisse créer effectivement l'entreprise. Merci beaucoup. Compétences, ça tombe bien. Parlons de compétences. Je ne sais pas si elle en a, mais on va essayer de voir à travers ce reportage magnifique là de nos reporters sur le terrain. Je vous envoie à Kaotri, très chers téléspectateurs, où la désintox au moyen de la religion. Le centre Kaotri est une sorte d'asile situé à 12 km d'Abidjan. Spécialité, recueillir des anciens toxicomanes et les délivrer au moyen de la prière chrétienne. C'est un centre créé depuis 2001 et qui compte pour cette année 2017 un peu plus de 50 pensionnaires. Découverte de cet endroit qui offre toute une autre solution au problème de l'addiction. Guillaume Zéré. Si je l'ai dans ma vie, personne ne peut me... Prédication, prière et cantique à la gloire de Dieu. Ce dimanche, tout se passe comme dans une église normale. Pourtant, ce n'est pas un lieu de culte ordinaire. C'est un asile pour anciens toxicomanes. Le centre est créé depuis 2001 et le fondateur s'appelait Feu Pasteur Paul Cissé, qui était mon mari, qui est décédé en 2014. Et moi, j'ai connu le centre par le bien d'une amie avec son copain qui était déjà dans le centre. Et j'étais vraiment fatiguée, je ne savais plus quoi faire, j'étais fatiguée de la drogue. On a essayé plusieurs méthodes, ça n'a pas marché. À Kaotri, ce centre de réhabilitation situé à une dizaine de kilomètres d'Abidjan. La thérapie, c'est l'évangile. Mais à la cinquantaine de pensionnaires, tirés pour la plupart des fumoirs, la bonne nouvelle est prêchée dans un langage de rue. Pour Maman Jo, la mère des lieux, elle-même ex-toxicomane prostituée. Il faut éviter de prêcher dans le désert. Si tu te lèves ici, si hier tu fumais 3 paos par jour, il te faut fumer 10 paos par jour. Est-ce que ça a été mentionné une fois dans la Bible? Si je suis arrêté à la chaîne ici, que je suis en train d'annoncer un évangile, alléluia, et que je ne connais pas ton problème,
tu vas dire que c'est parce qu'elle ne connaît pas mes problèmes. Quel que soit le soin que tu vas procurer à un drogué, si tu n'as pas la même mentalité avec lui, ça sera, je peux dire, V. Quand un drogué arrive ici, qu'est-ce qui fait qu'il arrive à s'en sortir? Parce que la plupart des responsables ici sont des gens qui sont passés par cette drogue-là. Pour maximiser les chances de ne plus retomber dans le vice, le centre organise 4 fois par jour des séances de prière qui durent plus de 6 heures de temps. Pour des anciens de la rue, la pilule n'est pas facile à avaler. Mais il faut s'efforcer. Ici, c'est la seule issue possible pour changer de vie. Au début, tu sais, bon, on appelle quelque chose Jones. Manque. Quand tu manques, tu vois, ça te fatigue. Mais au fil du temps, je suis là avec la prière. Bon, cette Jones-là, fatigue a quitté sur moi maintenant. J'ai commencé à m'attacher à la parole. Mon souhait, c'est vraiment d'arrêter la drogue, en fait. C'est vraiment mon souhait. J'ai besoin de reprendre ma vie avec mes parents, l'école, tout ça. Sortir de la dépendance de la drogue au moyen de la religion. La méthode a fait ses preuves. Au dire des tenants du centre, depuis 2001, ce sont des dizaines d'ex-pensionnaires qui ont réussi à s'intégrer à nouveau dans le tissu socio-économique. Mais peut-on régler les problèmes d'addiction en ignorant le processus légalement admis? Ou encore en se passant du sevrage médicalisé? Ce qui se passe à Cooptri peut suffire pour enlever des personnes de la drogue. Mais il faut savoir que la prise en charge de la toxicomanie repose sur un trépied. C'est une prise en charge médico-psychosociale. Pour la Croix-Bleue, spécialiste des addictions, la méthode Kaotri pourrait être plus efficace si elle s'attachait les services des centres adéquats pour y référer de temps en temps quelques pensionnaires. À propos de pensionnaires, il y en a plus de 50 ici, on l'a dit. Le chiffre n'est peut-être pas élevé, mais pour des sans-activité, on se demande bien comment arrivent-ils à survivre le temps de leur guérison. La plupart des pensionnaires qui n'ont pas de famille viennent d'eux-mêmes, on les reçoit. Mais la plupart des enfants qui ont des familles viennent et les parents payent leur pension alimentaire. C'est l'argent pour la pension, pour l'aliment que les parents payent. Le samedi, je partais dans le fumoir, je partais recueillir des gens qui étaient malades de la tuberculose, qu'on repoussait des fumoirs. Quand ils sont malades, pour ne pas contaminer les autres, on les repoussait du fumoir. Et quand je partais, je les récupérais, on les faisait venir et on les faisait suivre le traitement. Parce qu'il faut un véhicule pour sortir d'ici. On les faisait suivre le traitement. On les emmenait suivre le traitement, on les ramenait. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de véhicules. La plupart du temps, on est obligé de refuser ces cas-là. Sortir d'une dépendance de drogue ou sortir d'une dépendance d'alcool, un exercice qui n'est pas toujours évident. La science y est consacrée, la religion aussi, avec des méthodes comme la méthode Kaotri. Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Quelle étude supérieure? Quelle école choisir? Comment faire pour étudier dans les plus grandes universités et grandes écoles en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et au Canada? Toutes vos réponses avec AESCI, votre agence britannique pour les bacheliers et étudiants en quête d'orientation. AESCI vous assiste dans toutes vos démarches administratives et vous conseille dans le choix de vos filières. Attendre votre potentiel éducatif avec AES. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. L'Office national de l'assainissement et du drainage, l'ONAD,
organise la première édition de la grande caravane de sensibilisation pour dire stop au mauvais usage des ouvrages d'assainissement et de drainage. Du 18 octobre au 20 novembre 2017, dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Vaillante population, autorités administratives, opérateurs économiques, vous êtes conviés à des moments d'échange et d'information qui auront lieu du 28 octobre au 20 novembre à Korogo, Ferké, Boaké, Yamsokro, Daoukro, Abengrou, Daloa, Man et San Pedro. Pour tout renseignement, contactez-nous au numéro suivant ou sur onad.ci. ONAD, agir pour un cadre de vie assaini. Le jour de la paix. Tout le monde a besoin de la paix du cœur, dans la famille, dans l'âme. Je suis en paix, pourquoi? Parce que j'ai Dieu avec moi. Les problèmes peuvent arriver, mais j'arrive toujours à les surmonter par la présence de Dieu à l'intérieur de moi. Mercredi 15 novembre à 9h, une prière avec une distribution gratuite du mouchoir blanc de la paix au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Carrefour Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée gratuite. 7h02, mesdames et messieurs, vous êtes en direct et en intégralité sur RTI 1. C'est Matin Bonheur, très heureux d'être en votre compagnie depuis 5h55 UTC. Les mardis, c'est droit, c'est ça l'ADN de cette saison 2 de Matin Bonheur. Droit, avec une personnalité émérite qui nous fait l'insigne honneur de son auguste présence. Nous recevons M. Fodjo Kadjo Abo, il est inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires. Il est bien sûr magistrat hors hiérarchie de groupe A, c'est l'élite donc en la matière. Donc c'est un invité de poids que nous recevons. Avec lui, nous allons parler un peu de l'instance qu'il dirige, donc l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Dieu seul sait qu'il y a énormément de plaintes qui émanent donc des justiciables. Il va essayer de répondre à toutes les préoccupations. N'oubliez pas que vous pouvez à partir de maintenant nous envoyer vos réactions, vos questions, vos coups de cœur, vos coups de gueule, parce qu'il y en a aussi, pourquoi pas, par rapport à ce thème-là. Mais avant, pour camper le décor, pour permettre à tout le monde de savoir réellement de quoi il s'agit, je vous invite à regarder cet élément. Vous avez des problèmes avec la justice? Vous avez un litige avec les administrations centrales? N'hésitez pas. Saisissez l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Ces structures, véritables mécanismes de contrôle permanent et placés sous l'autorité du garde des Sceaux, a été créé pour voler au secours des justiciables. Juste une plainte ou une dénonciation adressée par courrier et la machine des représailles ou non est lancée. Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont soumis à l'autorité de la loi. Comme le dit la Constitution, les magistrats doivent faire preuve d'impartialité, de neutralité, de probité. Et tout manquement à ces obligations constitue une faute professionnelle. Et ils sont sanctionnés. Ce document que je tiens donc ici, c'est le rapport de nos activités de l'année 2016-2017. Sur les 54 dossiers, il y a 8 magistrats dont les dossiers ont été retenus. Et les 8 magistrats, il y a 5 qui ont été déférés devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 1986, des magistrats ont été radiés. En clair, les hommes et femmes du système judiciaire ne sont pas au-dessus de la loi. Ils peuvent faire l'objet de poursuites. Mais en réalité, sont-ils vraiment sanctionnés? Le justiciable peut-il avoir confiance en la justice? J'ai connu un certain Yandou Ambroise. Un jour comme ça, il m'a dit qu'il y avait des Canadiens qui devaient faire un montage de machines dans leur entreprise. Il m'a fait comprendre que pour attirer la confiance des clients, il fallait que nous-mêmes on s'investisse. Donc, il allait me remettre 2 millions pour que moi, je puisse faire une installation et que si ça marche, il allait me remettre 20 millions. Un jour, j'apprends qu'il a été embauché même par les Canadiens. C'est parce que le travail que j'ai fait a été bien fait. Donc, il doit me donner mes 20 millions. Mais à chaque fois, le monsieur, il me tombe, je l'appelle, il ne décroche pas. C'est comme ça que je suis allé porter plainte à la police. Et il a fait arriver en justice. Le juge dit non, que monsieur Ambroise est acquitté parce que le travail que moi j'ai fait n'est pas satisfaisant. Pourtant, toi, eux-mêmes ton prix là-bas comme, je ne sais pas, chef d'usine. Et figurez-vous que cet Ambroise m'a dit directement que moi, je n'ai rien vu encore. Moi, j'ai compris par là que le juge avait été corrompu. C'est comme ça que moi, je me suis rendu à l'inspection générale pour porter plainte contre le juge. D'une part, bon, je vois que ça va être difficile
D'ailleurs, moi-même, qui suis dans cette société pour qu'on condamne un juge à cause de moi? Les services judiciaires et pénitentiaires soumis au contrôle de l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires sont nombreux, on en compte près d'une vingtaine. Un contrôle qui se fait depuis des années, mais qui a encore du mal à se faire connaître et surtout rassurer les justiciables, les personnes pour lesquelles cette inspection générale a été créée. Alors, ça existe depuis longtemps, hein, l'inspection? Oui, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires existe depuis 1964. Mais malheureusement, il est mal connu. Voilà, et c'est avec votre arrivée qu'on a un peu des prémices de sensibilisation, tout ça. D'abord, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'aujourd'hui, le justiciable peut avoir confiance en ses magistrats? Ou à l'organe qui contrôle ses magistrats? Oui, le justiciable peut avoir confiance en ses magistrats. Vous savez que toute institution créée, animée par des êtres humains, voilà, ne peut avoir la prétention d'être irréprochable. Alors, l'institution judiciaire est une institution créée et animée par des hommes, et donc elle ne peut pas avoir la prétention d'être infaillible. Voilà. Bon, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas partir des cas particuliers pour faire une généralité. Voilà. Bon, ceux qui animent l'appareil judiciaire sont très nombreux, et on ne peut pas dire qu'ils sont tous des saints. Mais il ne faut pas partir aussi du cas de quelques brebis galeuses pour dire que tout le monde n'est pas digne de confiance. Voilà. Quel est votre rôle concret? Notre rôle... Parce que quand on parle d'inspection dans nos pays en voie de développement, on a l'impression que c'est un garage. Alors que tu sais qu'il faut l'inspection pour qu'il y ait la qualité et l'efficacité. Tout à fait. Bon, c'est ce que beaucoup pensent. C'est ce que beaucoup pensent, mais en réalité, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, depuis quelques années, fonctionne très bien. Et donc, a tourné la page depuis quelques années. Depuis 1960, c'est depuis quelques années seulement que ça fonctionne très bien. Ça, déjà, ça fait peur, déjà. Oui, pendant quelques années, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires s'est trouvée un peu en difficulté. Pourquoi? Voilà, cela est dû à plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est d'abord des obstacles d'ordre juridique. D'ordre juridique parce que jusqu'à ce que l'inspection générale soit réformée par décret de 2012, elle ne pouvait pas s'auto-saisir. Celui qui avait des récriminations contre un magistrat ou qui a été victime d'un dysfonctionnement de la justice, pouvait saisir l'inspection générale, mais celle-ci ne pouvait se mettre en mouvement que sur l'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais depuis 2012, l'inspection générale peut s'auto-saisir, de sorte que cet obstacle est levé. Bon, la deuxième difficulté, c'était surtout une difficulté de moyens. Voilà. L'inspection n'avait pas de moyens, de moyens humains, matériels et financiers. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il y a quelques temps maintenant, a adressé une circulaire assez salée qui, hélas, campait un peu le décor, notamment en parlant du recours systématique au mandat de dépôt. Généralement, la sortie du garde des Sceaux doit vous faciliter la tâche parce que lui-même, s'il a remarqué, donc j'imagine que maintenant, ça doit vous donner vraiment des ailes pour exercer et avoir vraiment une fonction plus coercitive. Parce qu'il y a des magistrats qui se prennent, qui se considèrent comme des rois, des ministres plénipotentiaires. Et voilà, les gens se plaignent. On a reçu près de 150 questions. Lorsqu'on a mis le thème seulement sur nos réseaux sociaux, c'est dit un peu ce qui se passe. Vous savez, le magistrat, il est souvent entre le marteau et l'enclume. On lui reproche de décerner systématiquement un mandat de dépôt. Mais dans le même temps, lorsque une plainte a été portée contre un individu qui a été inculpé par un juge d'instruction, si la personne ou bien l'auteur de l'infraction se retrouve en liberté 2, 3 jours, même 1 mois après, alors on dit que la justice ne marche pas. Et dans le même temps, lorsque on place l'auteur d'une infraction sous mandat de dépôt, alors on estime qu'on a la gâchette facile. Donc le magistrat se trouve un peu dans un certain nombre au centre de critiques. Voilà. Mais ces critiques ne sont pas toujours justifiées. Ce sont des critiques qui ne sont pas toujours justifiées. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas
qu'il faut décerner un mandat de dépôt. Mais lorsque le magistrat décerne un mandat de dépôt, c'est que c'est pour des raisons précises. C'est pour des raisons précises et le plus souvent, c'est pour sa représentation. Voilà, devant la justice. Au niveau de l'inspection, est-ce que vous allez sur le terrain? Est-ce que vous faites des visites inopinées? Est-ce que vous avez des enquêtes? Parce que, par exemple, il y a des magistrats qui peuvent recevoir des gens qui viennent simplement demander des informations, qui viennent à 8 h, les recevoir à 20 h, à 21 h. Vraiment avoir une attitude qui n'a rien à voir avec celle qu'un représentant de la loi doit avoir afin de rendre une personne assez sereine. C'est compliqué, il y a énormément de plaintes. Alors, quel est votre travail au quotidien pour vraiment épingler toutes ces brebis galeuses-là? Nous avons d'abord commencé par un travail de sensibilisation. Parce que nous avons constaté que pendant la durée de la crise, les magistrats ont manqué d'encadrement. Surtout dû à l'absence de l'inspection générale sur le terrain. Et donc, lorsque nous avons remis l'inspection générale sur les rails, notre premier souci a été de faire de la sensibilisation par rapport justement à toutes ces questions. Alors, si vous êtes juge d'instruction, par exemple, que vous convoquez un témoin qui vient vous aider à faire la lumière sur une affaire, il vient vous aider, il vient aider la justice ivoirienne à rétablir la vérité. Alors, si vous convoquez la personne à 8 h et que vous la recevez à midi, ou quelquefois vous lui demandez de repartir pour revenir une autre fois, bon, ça peut être un employé qui a dû demander la permission, ça peut être un opérateur économique, et pour l'opérateur économique, le temps c'est de l'argent. Lorsqu'il revient, son premier souci, c'est de se débarrasser de vous. C'est de se débarrasser du juge, et donc il ne peut pas apporter de la lumière sa contribution. Alors, combien de juges ont été sanctionnés, combien de magistrats ont été sanctionnés ou ont reçu des avertissements? Je ne sais pas quelle est la nomenclature au niveau des sanctions. Alors, depuis que vous êtes aux affaires? Nous avons remis l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires en marche depuis le 1er octobre 2014. Et de cette date à ce jour, nous avons renvoyé devant les instances disciplinaires 24 magistrats. 24 magistrats. Sur ces 24 magistrats, il y en a 12 qui ont été renvoyés devant la commission des disciplines du parquet, qui est l'organe disciplinaire des magistrats du parquet, et les autres ont été renvoyés devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire des magistrats du siège. Et pour ce qui concerne les magistrats du parquet, la commission des disciplines du parquet est présidée par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires que je suis. Et donc, cette commission a donné ses avis sur 9 cas l'année dernière, et qui ont été 9 propositions de sanctions contre des magistrats. Et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature également, nous savons qu'il y a des décisions qui ont été prises. Et il y en a même qui sont allées jusqu'à la révocation. D'accord. L'inspection peut s'autosaisir, hein, c'est ça? Oui, l'inspection peut s'autosaisir. C'est-à-dire que si nous avons une information relative à un dysfonctionnement voilà, d'un service du ministère de la Justice ou à l'inconduite d'un magistrat ou de tout autre acteur du ministère de la Justice, alors nous pouvons nous autosaisir. Alors, M. Abo, d'aucuns, ça revient de façon récurrente hein, qu'il y a des magistrats qui sont super protégés, qui font ce qu'ils veulent, alors que d'autres qui essaient de faire leur travail en respectant les règles de l'art sont sanctionnés. Bon, c'est dire que, est-ce qu'il y a des zones intouchables? M. Abo, dites-nous. Bon, ça, c'est le sentiment. Parce qu'on entend souvent, vous ne pouvez rien me faire, ça ne va pas aller quelque part, et ça vient des magistrats. Oui, on en entend aussi du côté des justiciables. Oui, mais des justiciables qui disent, écoutez, bon, moi j'ai telle personne comme couverture, vous ne pouvez rien me faire. Mais si vous allez à la MACA, vous allez trouver plein de monde qui se targuait d'avoir des connaissances et de ne pas pouvoir aller en prison un jour, mais qui sont aujourd'hui en prison. Voilà. Mais depuis que nous travaillons, en tout cas, nous n'avons pas eu de problème. Tous les magistrats qui ont fait l'objet de plaintes ou de dénonciations ont été entendus. Les procédures ont été traitées sans la moindre pression. Et les intéressés, lorsque les fautes sont établies,
vraiment, sont déférés devant des instances disciplinaires. La police fait des enquêtes, mais on note souvent des irrégularités et des magistrats font fi de votre existence. Il y en a, on dit comme ça dans les couloirs du palais, qu'ils ne considèrent pas l'inspection. L'inspection peut me faire quoi? L'inspection va m'envoyer où? C'est monnaie courante. Ça, ce sont des choses qui reviennent très souvent de la part de certains magistrats qui ont des ramifications haut placées et même à des sommets qu'on n'imagine pas. Vous savez, les justiciables parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup et il est souvent bon aussi de vérifier ce qu'ils disent. Voilà. Alors aujourd'hui, nous pouvons dire que l'inspection générale des services judiciaires du temps où elle était un garage, évidemment, n'impressionnait pas les magistrats. Mais aujourd'hui, je puis vous dire que l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires est respectée. Lorsque nous annonçons nos missions d'inspection, nous assistons à une sorte de branle-bas dans les juridictions concernées. Et lorsque nous convoquons des magistrats, voilà, c'est la peur au ventre que ces magistrats-là arrivent à l'inspection générale. D'accord. On a une question qui émane donc de M. Kouyaté. Le nouveau code de procédure pénale, dans ce code au tiroir, pourquoi il n'est pas en exécution alors qu'il existe depuis juillet 2016? Et on a d'autres questions. Détention abusive est à la MACA sans jugement depuis des années. On est revenu là-dessus. Le principe, c'est la liberté et la détention, c'est l'exception. On se rend compte en Côte d'Ivoire que c'est le contraire. Que fait l'inspection? Ce sont des questions qui nous arrivent comme ça pendant une discussion avec vous. Discutons avec vous. Le nouveau code de procédure dont on parle, moi, je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il y a un projet. Je sais qu'il y a un projet, et c'est quand le projet a abouti et a donné, que le Parlement a voté la loi, c'est en ce moment-là qu'on peut parler du nouveau code de procédure. Mais pour le moment, je n'ai pas connaissance de ce nouveau code de procédure. C'est pour ça que je dis que souvent les justiciables parlent beaucoup, mais ils disent parfois aussi n'importe quoi. Oui, mais il faut qu'ils s'expriment aussi pour que vous puissiez sérier et puis leur donner, les suivre. C'est ça aussi. Ils n'ont peut-être pas la science infuse. Vraiment, il faut qu'ils s'éclairent à votre l'antenne. Pour cela, il faut que vous soyez disponible. Justement, quand ils viennent chez nous, bon, nous leur donnons des informations. Quand vous avez le temps. Nous avons même un site. Quand vous avez le temps, parce que le magistrat est toujours occupé, il n'a pas le temps. Voilà, et on a l'impression que des fois, vous aimez que vos salles d'attente soient bondées. Ça vous fait plaisir, ça? Ou bien vous n'aimez pas faire en sorte que ce soit pratique et dynamique, que ça passe vite? Vous savez, le magistrat a une mission qui est très difficile. On ne peut pas recevoir tous ceux qui demandent à nous voir lorsque nous sommes dans les juridictions. Supposez que vous ayez un conflit avec une tierce personne et votre adversaire demande à rencontrer un magistrat. Et vous apprenez que cet adversaire a été reçu par le magistrat chargé de votre affaire. Quel va être votre sentiment? Alors, le magistrat ne peut pas recevoir tous ceux qui viennent le voir. Ça, c'est clair. Voilà, il ne peut pas recevoir tous ceux qui viennent le voir. Mais nous, à l'inspection, nous faisons l'effort de recevoir ceux qui viennent nous voir. Parce que nous savons que ceux qui viennent à l'inspection, le plus souvent, ont le dos au mur. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et lorsque nous les recevons, nous leur expliquons ce qui se passe et très souvent, ils repartent soulagés. Voilà, ils repartent soulagés. Oui. Et puis récemment, le garde des Sceaux, il y a eu une cérémonie de décoration de magistrats émérites. On a l'impression, et ça il faut le reconnaître également, que nous baignons dans une sphère de recherche de l'excellence. Les magistrats décorés, c'était la première fois d'ailleurs que cela se faisait donc au Palais. Au Palais de Justice. Depuis plus de 50 ans maintenant. Ça veut dire que la justice ivoirienne se positionne de plus en plus dans la recherche de l'excellence avec E majuscule. Je l'ai souvent dit, nous avons d'excellents magistrats en Côte d'Ivoire. Nous avons d'excellents magistrats, mais malheureusement par la faute de quelques-uns, voilà, tout le monde, l'opprobre est jeté sur tout le monde. Nous avons de très bons magistrats et nous sommes bien placés pour le dire, parce que depuis 3 ans que nous avons remis l'inspection générale en marche, nous inspectons chaque année toutes les cours d'appel, tous les tribunaux de première et tous les tribunaux, tous les établissements pénitentiaires, les études d'huissiers et de notaires. Et cette année même, nous sommes allés jusqu'à inspecter l'administration centrale et le parquet général près la Cour suprême. D'accord. Monsieur Abo, dites-nous concrètement, là, vous avez tous les Ivoiriens qui sont en train de prendre le petit déjeuner, vous regardez dans des kiosques. Quels sont les moyens dont vous avez vraiment besoin
Parce que déjà en 3 ans, le travail abattu est colossal. Il y a une certaine visibilité de l'inspection. On sait qu'il y a des décisions qui sont prises. Les magistrats tremblent quand vous les convoquez. Vous l'avez évoqué à l'instant. Quels sont les moyens additifs dont vous avez besoin pour vraiment amplifier? Parce que beaucoup reste à faire, j'imagine. Oui, nous avons effectivement besoin de moyens. Parce que depuis que l'inspection générale marche, nous recevons énormément de plaintes. Nous recevons des plaintes à travers notre site Internet. Nous recevons aussi des plaintes directement, mais également par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et notre volume d'activité que nous avons est tel qu'il nous faut suffisamment d'inspecteurs, il nous faut suffisamment de personnel, mais aussi il faut suffisamment de moyens. De communication, sensibilisation. De communication, mais aussi de déplacement, voilà, de matériel roulant. Pour que nous puissions mener nos inspections sur l'ensemble du territoire, il nous faut des véhicules. Bon, jusque-là, nous avions quelques véhicules qui nous ont été, des véhicules d'occasion d'ailleurs, qui nous ont été offerts par des bailleurs de fonds, par nos partenaires au développement. Mais ces véhicules sont tombés en panne. Voilà. M. le garde des Sceaux est en train de faire des efforts en ce moment pour nous en procurer. Voilà. Et nous avons également besoin de matériel informatique. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous. Mais concernant les justiciables, qu'est-ce que vous avez à leur dire quand il y a une situation? Comment réagir? Comment réagir pour joindre l'inspection générale? On a un souci avec un magistrat, on a un souci tout court dans le milieu de la justice, que ce soit au civil comme au pénal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous regardent ce matin? Je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires n'est pas une juridiction. Parce que quand nous analysons les plaintes qui nous parviennent, nous constatons que lorsque certains justiciables ne sont pas satisfaits des décisions rendues, ils pensent qu'à l'inspection, nous pouvons réformer ces décisions. Voilà. Donc je voudrais préciser que l'inspection générale n'est pas une juridiction. Lorsque une juridiction n'a pas fonctionné, nous intervenons, voilà, pour faire cesser le dysfonctionnement. Et lorsqu'un magistrat se comporte mal, nous intervenons également lorsque nous recevons la dénonciation ou la plainte. Et donc, ce que nous pouvons dire aux magistrats, aux justiciables, c'est que contrairement à ce qu'ils pensent, le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. S'il commet des fautes dans l'exercice de ses fonctions, ou même en dehors de l'exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi aussi bien sur le plan civil, sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire. Et donc, le justiciable qui se sent lésé par le comportement d'un acteur de la justice peut saisir l'inspection générale directement ou à travers notre site internet. Votre numéro de téléphone déjà vous avez un numéro de téléphone, bien sûr Oui, nous avons oui, le 20 22 05 60. Voilà. Et la messagerie contact inspection.justice.ci. Et nous avons également dénonciation.inspection.justice.ci. Je rappelle que toutes ces informations-là, on va tout mettre sur nos comptes, nos différents comptes Facebook, Instagram et Twitter, afin que vous ayez vraiment toutes les informations. Allez, pour terminer, décidément, pour avoir une crédibilité, il faut des moyens et aussi une bonne dose de compréhension de la part du justiciable. Tout à fait. Voilà, il faut une bonne dose de compréhension de la part du justiciable. Voilà. Je voudrais indiquer pour terminer que les magistrats, comme je le disais tout à l'heure, sont excellents dans leur immense majorité. Voilà, ils demandent simplement à faire leur travail parce que les justiciables aussi sont parfois envahissants. Voilà. Celui qui a un procès, même s'il a un bon avocat, estime qu'il n'est pas suffisamment préparé pour affronter ce procès-là tant qu'il n'a pas rencontré un magistrat. Voilà. Et donc, d'où ce défilé qu'on voit dans les palais de justice et tout, et qui empêche les magistrats de travailler. Et donc, nous pouvons faire confiance à la justice. Et aux magistrats, qu'est-ce que ça veut dire? Aux magistrats qui nous regardent? Aux magistrats qui nous regardent, je crois que nous avons eu à faire des tournées au cours desquelles nous leur avons fait passer des messages.
Et donc, je crois vous, que vous êtes compris. Nous nous sommes compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fodjo Kadjo Abo, je rappelle, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, avec qui nous discutions dans le volet droit, bien sûr, de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Le téléphone sonne alors que nous sommes en direct, bien sûr. Le public veut avoir des informations, mais c'est fini. C'est fini. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On ne peut pas tout dire. Mais bon, l'essentiel, vraiment, on a essayé de tout dire, de passer en revue tout ce qui rythme un peu les problèmes qu'on peut rencontrer en 30 minutes. Ce n'est pas évident de tout dire, mais nous sommes toujours en lien avec le ministère de la Justice qui viendra avec des spécialistes ici, nous éclairer nos lanternes. Le but, c'est bien sûr rapprocher la justice du justiciable. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et une journée juste. Au revoir.